un podcast produit par Fakir. Le monde de la musique peut sembler attrayant de l'extérieur, mais froid et hostile quand on s'y aventure sans équipement. Une fois pénétré, son écosystème peut prendre la forme d'une forêt impraticable, touffue, sauvage et qui cache une biodiversité riche. Des années à tenter de s'y repérer ne suffisent pas toujours pour trouver le chemin qui nous fera sortir de l'isolement. Bonjour chers auditeurs, je suis Nastasia et vous écoutez Eye of the Tiger, un guide de survie pour tout musicien et musicienne qui cherche sa place dans le paysage musical belge. Alors que la première saison arpentait les fondamentaux construits par l'artiste pour lancer sa carrière musicale, cette expédition m'amène maintenant à suivre les traces de l'artiste en interaction avec son environnement professionnel. 4 étapes vont rythmer mon voyage dans cette taïga: la diffusion, la formation, le financement et la médiation. Au cours de mes rencontres, acteurs et actrices du secteur musical se sont confiés sur un milieu changeant et incroyablement diversifié. Nous allons ensemble défricher cette taïga le temps de 4 épisodes. Saison 2, baliser son sentier. Pour ce 3e épisode, c'est l'enjeu du financement qui m'a interpellée. Comment financer son projet quand on est artiste ? Quelles aides le secteur musical en Fédération Wallonie-Bruxelles va-t-il mettre à disposition des artistes ? Quelles contraintes y elles vont-ils faire face à l'obtention de ces aides, la création de dossiers ou le suivi des justificatifs ? Pour ce premier volet autour du financement, nous aborderons l'aide au projet du service musique de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le programme Arevi. Mais surtout, c'est 2 artistes qui vont nous parler de leur expérience. À commencer par Guillaume Ledan, musicien et compositeur. Il se produit sous son nom et avec son projet musical pour jeune public, Dérange ta chambre. Moi, je vais régulièrement, au moins 3 fois par semaine. Je vais sur le site de la SABAM, culture.be, le site de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Enfin voilà, le métier de musicien, moi j'arrête pas de le dire à des jeunes qui se lancent, 90% du temps tu vas être dans des papiers, à faire des tableaux Excel, et 10% du temps tu fais de la musique, quoi. Hein, la vraie vie du musicien, c'est ça, quoi. Le 2e artiste que vous allez entendre pour cet épisode, c'est Antoine Armedan. Auteur, compositeur et interprète avec son projet solo du même nom, j'ai voulu en savoir plus sur sa démarche pour financer son projet. À quelles aides va-t-il recourir ? Pourquoi ? Quels sont les avantages ? Ouais, moi, si je dois parler de mon expérience, j'ai finalement fait une bonne partie de mon parcours jusqu'ici sans avoir vraiment cette réalité des subventions et plus en me disant ok, je vais me débrouiller tout seul à chaque fois. Et donc j'ai sorti 3 albums en autoproduction où j'ai vraiment tout payé de A à Z. Et du coup, moi, dans ma démarche un peu seule, ça a été pour le 2e album de faire un crowdfunding qui a très bien marché et qui, en plus de ça, a monté quelque part une petite communauté derrière moi au niveau des réseaux et qui grandit depuis derrière moi. Ici, donc, je viens de ressortir un album début juin. Et là, comme les cachets du live sont un peu plus élevés, je suis presque déjà rentré dans mes frais. Pas encore tout à fait. Mais donc, pour l'instant, je suis encore à 0. Et donc, à côté de ça, j'étais parti pour mon dernier album pour essayer d'avoir des aides de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais j'avoue qu'en termes de délai, j'avais envie de sortir mon album et j'avais une masse de travail énorme à faire. Et quand on voit quand même ce que ça demande en termes d'implication, de remplissage de dossiers, enfin, tu dis, on est beaucoup de temps dans les papiers sans savoir si on les aura par après. J'ai pris la décision de tout simplement pas remplir ces papiers et de me focaliser sur les maquettes, l'enregistrement studio et sur la matière première de l'album avant tout. C'est toujours difficile pour un artiste de trouver l'équilibre entre la gestion administrative de son projet et sa pratique musique. Justement, Antoine nous parle des aides du service musique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le service musique offre un programme assez large de différents dispositifs
qui propose des aides directes aux artistes. Ça va de l'enregistrement à la promotion, la résidence scénique, les bourses à la composition et interprétation pour le secteur contemporain, ou encore les aides aux ensembles pour les musiques classiques et contemporaines des orchestres. Mais il y a aussi toutes les aides indirectes, qui elles vont être au service des artistes. Elles concernent les maillons de développement de carrière et de diffusion, donc les agences de booking, de management, de presse depuis 2021, les organismes qui diffusent dans les salles de concert, les festivals, les organismes de promotion et de formation, comme le Conseil de la musique, Court-Circuit, Fakir, qui vont plutôt organiser des tremplins, des rencontres, des ateliers ou des formations. Mais pour cet épisode, on va plutôt se concentrer sur les aides au projet, les aides qui sont accessibles justement 3 fois par an. En 2023, il sera possible de demander une aide au projet en mai, en septembre ou en décembre. Et c'est vers Françoise Gallet que je me suis tournée pour en savoir plus. Elle travaille au service des musiques depuis 17 ans comme gestionnaire de dossier. Elle est responsable de la chambre de concertation des musiques qui est chargée, avec l'aide des fédérations professionnelles reconnues comme Fakir, Court-Circuit, de donner des orientations politiques pour ce secteur. On soutient un peu tous les niveaux de carrière des artistes. On parle d'artistes émergents, donc un semi-pro qui commence à mettre un pied dans la filière professionnelle, à des artistes semi-confirmés, donc qui ont déjà un bon développement sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et puis plus confirmés, ça, c'est ceux qui passent déjà à l'international notamment. Je peux dire de mémoire qu'en 2021, on était dans l'ordre de 190 projets aidés pour une enveloppe de 900 000 €, avec évidemment une grosse part de l'enveloppe qui est dédiée aux musiques actuelles. On est dans les 500 000. Il faut savoir qu'il y a pas mal de projets qui sont déposés et que jusqu'à présent, 2 projets sur 3 sont soutenus. Et donc c'est vrai qu'en étant nettement plus conscient de ce que ça peut amener au final, je pense que du coup, je serais plus consciencieux aussi au niveau du remplissage de ces documents et de les faire un peu plus en temps et en heure par rapport aux échéances du projet. Ouais. Parce que la question qu'on me pose tout le temps, c'est ouais, c'est super, et alors tu vis de ça maintenant? Et on me la pose depuis un certain temps, et je dis toujours, si je devais vivre de ça, j'habiterais sous un pont. Parce que c'est clair qu'en termes de salaire, vraiment, pour s'acheter du pain, quoi, ça paye pas. Puis après, il y a la faisabilité financière. On voit le niveau de développement de l'artiste, on voit ce qu'il veut faire, donc tout son plan de développement. Puis il y a des chiffres qui viennent se greffer là-dessus. Il faut être réaliste. Et ça, on trouve que c'est pas toujours très sérieux quand ce sont des budgets explosés. On apprécie aussi que l'artiste, pour équilibrer son budget et s'adresser à d'autres organismes, je pense à Sabam for Culture, à Playwright, à du crowdfunding, parce qu'un crowdfunding, finalement, c'est un début aussi de démarche promotionnelle. En général, nous, on n'a jamais au-delà de 50% d'un budget prévisionnel. Donc cette faisabilité financière, elle est très très importante. Si on réfléchit bien, même dans les blockbusters, même dans les grandes stars, ces personnes-là ne vivent pas de la musique au sens « j'ai joué un concert et j'ai gagné ma vie en jouant le concert ». En fait, la seule manière de vraiment, entre guillemets, tirer le jackpot, c'est de sortir un tube, quoi, un méga tube. Mais ça, c'est une réalité. Et il y a un article il y a 2 ans qui était paru sur Clara Luciani. Elle avait fait 2 fois l'Olympia. Elle avait dit, moi, par soir, j'ai eu 100 € net, quoi. Mais moi, quand j'ai donné cours, je gagne plus, sur la journée. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des droits d'auteur qui vont derrière. Donc là, elle parle évidemment que de l'argent du concert. Donc heureusement qu'il y a les droits voisins et tout ce qui tourne autour des droits d'auteur, etc. Mais c'est ça qui génère des revenus. Il ne faut pas oublier tout ça, je dirais. Et je dirais aux artistes, remplissez vos fiches SABAM, parce que là, il y a de l'argent à aller chercher. J'entends parfois des potes qui me disent, ouais, je reçois jamais de droits d'auteur. Je dis, mais est-ce que tu remplis tes grilles de Sabam? Moi, je reçois des droits d'auteur, quoi. Donc, il y a moyen d'aller chercher de l'argent, mais de là à dire tu vas avoir un salaire fixe, non, ça, c'est pas possible. Guillaume évoquait les droits d'auteur comme une des nombreuses formes de rémunération possibles pour les artistes. Il y a aussi le statut d'artiste, les RPI, mais ce sont des aides qu'on n'abordera pas dans cet épisode. Ici, j'ai décidé de me concentrer plutôt sur une autre aide particulière, le programme Arevi. Les tournées Arevi visent à favoriser la programmation de spectacles dans des lieux de diffusion culturelle, en Wallonie et à Bruxelles, grâce à l'octroi d'une subvention par spectacle. Seuls les spectacles reconnus par le service de la diffusion pourront être subventionnés et seront alors repris dans un catalogue, le catalogue Arevi. J'ai voulu savoir quelles étaient l'expérience de ces 2 artistes de faire partie de ce catalogue.
J'ai commencé il y a à peu près 20 ans, en fait, vraiment avec un projet à mon nom. Et tout de suite, donc aux alentours de 2002-2003, et j'ai compris que il fallait avoir absolument Arevi, quoi. Ce qui était chouette, c'est qu'à un moment donné, quand tu as la reconnaissance Arevi, tout de suite, tu changes complètement les règles du jeu, moi, je trouve. J'avais commencé à jouer pendant 3-4 ans sans être détourné à Arevi. On a vu la différence quand tu passes d'un projet où, finalement, tes seules recettes, c'est la billetterie, à un projet où tu peux tourner dans des vraies salles avec un équipement, des centres culturels, des choses comme ça, où tu peux prétendre à un cachet professionnel, ça change tout. Et donc, au tournée à Révis, le montant, je pense qu'il calcule quelque chose comme 250 € par personne. Donc, par exemple, nous, avec Dérange à Chambre ou Guillaume Ledan, on est à 1500 €, je crois, parce qu'on coûte l'ingé son, le management, enfin, tout l'encadrement professionnel. Maintenant, on en parlait justement hier après le concert. La problématique, c'est pas les 250 €, c'est qu'on peut pas verser 250 € direct à chaque personne qui a travaillé, parce qu'on doit garder une réserve dans notre association pour justement pouvoir enregistrer, mixer, masteriser. Et donc, nous, concrètement, pour l'instant, on tourne plutôt autour de 150-160 € plus frais de déplacement, et le reste on thésaurise, quoi. Et puis, c'est l'organisateur qui, à un moment, va faire un peu son marché pour l'année, va se dire « Tiens, je vais vérifier si tel artiste que j'ai envie de programmer, mais voilà, je ne sais pas si je vais vraiment avoir une bonne viabilité financière avec cette date-là. Je vais vérifier si cet artiste est enregistré dans Arevi. Ah oui, il l'est. Voilà, ça va m'aider à prendre moins de risques financiers pour le programmer. » C'est vrai que j'ai joué récemment, cette semaine, au centre culturel de Chênay, et oui, avec 40 personnes devant moi. Et pour tout vous dire, je suis payé autour de 1000 € la date, où je me suis dit directement, si j'avais pas Arevi, forcément que l'endroit est en perte monumentale pour un événement comme ça. Et donc, c'est clair que là, du coup, l'équipe peut être nettement mieux rémunérée avec un cachet comme ça. Et c'est parce qu'il y a Arevi derrière. Donc, il y a beaucoup d'organisateurs reconnus. Il y a déjà tous les centres culturels. Et puis, il y a toutes les salles de concert. Et puis, avec la crise Covid, il y a eu vraiment un boost pour élargir. Et donc, il y a eu un élargissement aux tiers-lieux. Et ça, c'est super. Ça veut dire que, je pense aux bibliothèques, aux musées aussi, qui sont reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles, peuvent engager des artistes et bénéficier de cette intervention Arevi. Alors, ce qui est effarant, c'est que, par exemple, au niveau de la communication, et là, je pense qu'effectivement, on touche à la problématique du financement de la culture en Fédération Wallonie-Bruxelles et de la structuration. J'étais encore par mail, il y a 2 jours avec la bibliothèque de Tournai. La bibliothèque de Tournai n'est pas au courant qu'ils ont les tournées Arevi depuis 2022. Et la bibliothèque, ils étaient persuadés qu'ils allaient devoir... j'ai dit, en fait, il y a Arevi. Et eux ne savaient pas qu'ils étaient reconnus Arevi comme tiers-lieu. Enfin, c'était complètement dingue. À un moment donné, j'ai même failli envoyer tout valser en disant, j'abandonne, j'arrête ça. J'en avais ras-le-bol, mais c'était pas possible. Et donc, parce qu'en fait, s'ils sont subventionnés à Arevi, on doit passer par le circuit classique des salles de concert. S'ils sont pas subventionnés à Arevi, donc s'ils sont comme la petite fabrique, on passe par le système aide à l'initiative d'artistes. Donc c'est 2 aiguillages, c'est 2 parcours différents, 2 dossiers différents. Donc il y a eu des trucs comme ça, et je me dis, mais forcément, les artistes sont découragés. Enfin, je dis, il faut prendre sur soi quand tu passes des journées entières à gérer des trucs comme ça. Donc, pour ainsi dire, pendant l'été, on a fait 10 concerts. J'ai dû prendre ma guitare, répéter mes chansons 1 heure sur tout l'été. Et j'ai fait 95% du reste du temps, c'était de l'administratif comme ça. Et là, il y a un réel problème. Mais je dirais c'est un problème qui dépasse même le secteur culturel. C'est un problème du fait qu'il y a des communes, des provinces, des régions et des communautés en Belgique et que c'est un vrai bordel. Quand on joue, par exemple, en bibliothèque, on n'a pas la subvention provinciale. On a la subvention communauté française. Quand on joue dans un centre culturel, on a la communauté française et la province. Tout dépend de la province, parce qu'il y a des provinces où il n'y a pas. Mais donc pour l'artiste, comment veux-tu que l'artiste se retrouve dans ce bric-à-brac ? C'est complètement fou. Donc je comprends qu'à un moment donné, des artistes se disent moi j'abandonne, j'essaye même pas les subventions. C'est trop ubuesque pour dire de travailler là-dedans et qu'on préfère à ce moment-là faire de l'artistique. Ça, c'est logique. C'est ça, et surtout quand la démarche de l'artiste, la démarche première, c'est de faire de la musique. et sans avoir forcément conscience qu'il y a tout ce monde-là qu'il faut régler derrière.
Et c'est clair que ce volet administratif en freine plus d'un. Ouais. Non, là, je vais chercher des financements plutôt à la SABAM, parce que leurs dossiers sont ultra rapides. En une demi-heure, tu as rempli le dossier. C'est efficace, et on sait que... Et j'ai téléphoné à... Je ne sais plus comment il s'appelle, le gars qui s'occupe de ça. Il m'a dit, toi, tu es à la SABAM, tu vas voir, si tu remplis le dossier, tu as l'argent. Alors, je préfère travailler 2 heures et m'assurer que je vais avoir 1 500 € que travailler 3 jours pour peut-être avoir 3 000 €. Et puis, au-delà de ça, tu as les aides aussi pour la création d'albums. Donc ça, même chose, à un moment donné, de pouvoir choper quelques milliers d'euros pour financer un album ou une tournée, ces aides-là existent. C'est marrant parce que j'ai envie de dire exactement la même chose que toi. Donc moi, j'ai eu moins de subventions jusqu'ici. Mais celles que j'ai eues, les plus rapides ont été clairement du côté de la SABAM. À la fois, comme tu le dis, au niveau des dossiers à remplir et de la prise de décision de la part de la SABAM. Et de l'argent qui tombe en réalité sur le compte. Je pense que, si je ne me trompe pas, la seule subvention que j'ai eue de la Fédération Wallonie-Bruxelles est une aide que j'ai eue quand j'ai fait du réseautage pour le festival Pause Guitare, qui est un festival dans le sud de la France. Et c'était super, hein, je me suis vraiment amusé là-bas pendant les 3 jours. Si je me souviens bien, j'ai eu 250 €, je crois. Et sinon, les autres financements que j'ai eus sont des financements d'ordre privé avec le crowdfunding. Ça m'est arrivé aussi de faire des démarches de mécénat. C'est arrivé qu'il y ait des gens qui mettent de l'argent dans des clips juste par contribution privée, comme ça. Voilà. L'autre moyen de rémunérer son projet musical, et sûrement le plus évident, ce sont les cachets que les artistes vont avoir pour leurs prestations scéniques. Mais quel cachet est acceptable pour l'artiste ? Quel cachet va proposer les salles ? Je suis partie de l'exemple de la Petite Fabrique, un tiers-lieu situé à Froyenne, une section de la ville de Tournai. La Petite Fabrique n'est pas subventionnée, mais elle travaille dans le cadre de programmes européens comme Creative Europe. C'est un de ses responsables que vous allez entendre, Pete de Coster. Il a aussi une deuxième casquette. Depuis 20 ans, il travaille pour Via Lactea, une ASBL de management des artistes de musique du monde, et opère tout un travail d'accompagnement au niveau européen. Si vraiment on fait un concert ici pour lequel on n'a aucun projet sur lequel on peut pencher ou être soutenu, comme disait Guillaume tout à l'heure, ici pour les concerts, pour l'activité culturelle, on n'est pas subventionné. Donc on doit vraiment regarder ceux qui rentrent. Ici, par exemple, le 10 novembre, on accueille un groupe russe-ukrainien et là, c'est un cachet 1200. Donc, plus la technique, déjà, qu'on essaie quand même toujours de soigner. Donc là, on sait déjà qu'on va perdre de l'argent. Mais quand on regarde vraiment le fonctionnement et le financement de notre programmation des concerts, c'est 1200, c'est quand même grand max qu'on peut payer pour un groupe. Si on fait des activités, des concerts dans le cadre des projets qu'on fait comme un projet qu'on a maintenant, Europe Créative, bien évidemment, on peut aller beaucoup plus au-delà des 1000, des 1200. On tourne quand même autour d'un minimum de 250, je trouve ça quand même un minimum. Si on va jouer avec des artistes, je donne l'exemple de Rumbaristas, franchement, 250, c'est quand même assez bas déjà. Souvent, les artistes, ils ont quand même une structure derrière. C'est assez rare que pour des concerts ici, comme ici, mardi, Chico Zimendes vient jouer, on paye directement la structure derrière Chico Zimendes. C'est marrant parce que j'ai retrouvé un tout vieux contrat, moi, de mon premier groupe de pop française en 1998. On était encore en francs belges, au centre culturel d'Antoine. Et là, c'est marrant, on avait reçu quand même 5 000 francs par musicien pour le concours circuit. Et je me suis dit, purée, c'était quand même 125 €. On était tout jeunes et je me dis, en fait, on se rendait pas compte que c'était déjà beaucoup pour un groupe qui débutait. Et puis après, c'est vrai qu'en jouant à Bruxelles, les premiers cachets, c'est même au chapeau ou aux entrées. Parfois, tu as 200 €, parfois, tu as 800 € pour le groupe, en fonction du nombre de personnes qu'il y a, quoi. Moi, donc là maintenant je joue en solo, mais je me souviens des montants pour les cachets en trio. Et bien souvent ça tournait autour de 200 € pour le concert, et pour l'ingé son aussi. Donc on était en gros à 50 € pour chacun. Même si en général j'avais tendance à me saigner un petit peu plus pour pouvoir payer les autres un petit peu plus et moi un peu moins pour faire vivre le projet, quoi, en gros. Donc voilà, je dis, évidemment ça dépend beaucoup des endroits où on joue, si c'est en festival ou si c'est
Allez, récemment, j'ai fait la première partie de Delta au Cirque Royal. Je l'ai fait gratuitement parce qu'il n'y avait pas le budget, mais évidemment, il y avait l'envie et l'opportunité qui est là. Ça dépend vraiment de beaucoup de situations. Parfois, on joue sur des super scènes où on n'est pas bien payé du tout, ou parfois on joue dans des petits événements mais qui sont organisés par des gens qui ont beaucoup de sous et du coup on est payé grassement. Je trouve que à l'heure actuelle, pour pouvoir jouer avec des gens et se dire que 250 € c'est la base par personne, ça me semble bien. Et pouvoir mettre de l'argent dans le projet en plus, ça c'est très bien. Enfin moi j'avoue que mon projet il tourne depuis maintenant 2 ans ou 3 ans. Et en fait je me suis presque jamais payé un vrai salaire. Tout part en investissement dans le projet pour qu'il puisse tourner le mieux possible. Si on regarde à l'heure combien on est payé, on est payé à un salaire minimum. Hein. C'est comme ça que Pete disait 250 € par musicien présent. Mais quand on compte, on est allé jouer hier à Namur, finalement on est parti 9 à 10 heures de la maison pour 250 balles. Brut, ça nous fait 25 € brut. Il y a peu de métiers où il y a ça, quoi. Je veux dire, tu prends un plomb. Mais c'est vrai que n'importe quel ouvrier, il va venir, il va te dire, c'est 65 €, bim, de l'heure, quoi. Et c'est normal, je veux dire, c'est tout à fait logique. Quand on sait que lui, il va en toucher 30 net, c'est un peu normal avec le déplacement, etc. C'est un peu logique. Il faut qu'il y ait au moins la condition, soit est-ce que c'est bien payé, soit est-ce que c'est amusant, soit est-ce que c'est une belle opportunité pour le projet. Il faut qu'il y ait au moins une de ces 3 réponses où ce soit un oui franc pour faire la date. Sinon, alors, à mon avis, il faut laisser tomber. En fait, il faut que ça fasse grandir le projet d'une manière ou d'une autre et que ce soit amusant quand même. On l'a vu, le cachet est central pour l'artiste. Pour les salles, comme la Petite Fabrique, il y a un barème minimum qui considère acceptable pour pouvoir rémunérer les artistes. Pourtant, la salle de concert va faire face à des contraintes économiques, géographiques, sociales. Quelles sont finalement les réalités de cette salle ? À quelles contraintes doivent-elles faire face pour atteindre un cachet acceptable pour l'artiste ? Il y a quand même en Belgique, je crois qu'il faut distinguer 2 choses. Tu as le réseau des salles subventionnées et le réseau des salles non subventionnées. Et il est clair que si tu tournes dans un réseau de salles subventionnées, tu es mieux payé que si tu n'es pas subventionné. C'est normal. Le programmateur, il doit pouvoir assurer aussi ses charges, le chauffage, la lumière, la location, le remboursement de son lieu. Et donc, forcément, si on a la chance de jouer dans des salles subventionnées, un centre culturel, avec les tournées à Révis, on sait tourner à des cachets quand même respectables. Hein, et mettre un peu d'argent de côté pour le projet. Maintenant, si tu joues moi je pense à des petits lieux, à ce moment-là, c'est aux entrées, ou même ici à la Petite Fabrique, qui ne sont pas subventionnés, on doit faire aux entrées et tout le monde doit s'y retrouver, quoi. Programmateur comme artiste. Et donc là, c'est toujours évidemment un peu un petit coup de stress. Est-ce qu'il y aura l'affluence pour pouvoir payer tout le monde voilà. Quand on parle ici pour tout ce qui est l'organisation des concerts, là, on voit que la part des subventions dans le cachet, c'est quand même, ou dans le budget total d'un concert, on est quand même entre, j'ai pas fait le calcul, mais selon moi, on sera entre les 60 et les 70% quand même. Et il faut dire aussi, ici dans la région, on peut vraiment pas mettre un prix d'entrée très élevé. Ici, pour notre série Bar Mondial, une série de concerts musique du monde, on tourne autour des prix de tickets de 10-12 €. Ici, j'essaye d'aller un peu plus loin, 15 €. On va voir ce que ça donne. Mais il faut vraiment être vigilant ici pour les prix d'entrée. Moi, j'en suis convaincu qu'au jour d'aujourd'hui, si tu veux organiser des concerts, il faut être subventionné. Et comme je disais tout au début, c'est une des différences les plus flagrantes que je trouve, c'est que ici, le circuit en Fédération Wallonie-Bruxelles est juste pas assez subventionné. On le voit aussi, je trouve, ici à Tournai, dans la discussion qui existe depuis des années sur la nécessité d'une vraie salle de concert. C'est un débat que je trouve vraiment un faux débat, qui est mené par la ville, tandis que pour moi, ça devrait être mené par des structures associatives, qui devraient être dans la capacité de pouvoir mener leurs activités, recevoir des subventions, établir une salle de concert à eux. Donc, c'est très, très difficile, je trouve, ce débat, en tout cas ici dans la région.
On est aussi très conscient qu'il y a certains programmes qu'on soutient qui vont chercher parfois des artistes qu'on aurait moins tendance à toucher. Et là, je pense, par exemple, certaines musiques urbaines où il y a un développement qui est plus alternatif, où on a parfois des artistes, des agences qui fonctionnent et qui sont moins enclins à venir nous voir. Et en fait, on les touche de toute façon via les programmes qu'on soutient. Et on est vraiment soucieux de cette diversité. Aussi, il faut savoir quand même qu'ici, dans la région, on est une région spécifique, frontière avec la Flandre, le nord de la France. Tu as des programmes genre Interreg qui donnent aussi des possibilités à des structures de s'inscrire dedans et donc d'avoir des moyens là-bas pour pouvoir faire des concerts. Et après, il y a des petites sources de subventions quand même qui existent, avec lesquelles on essaye toujours aussi d'avoir des petites enveloppes. C'est notamment l'accord culturel qui existe entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et la communauté flamande Culture. Donc là aussi, on a déjà postulé 2 fois, on a toujours eu une petite enveloppe. Donc ça donne aussi les possibilités de accueillir les artistes correctement. En fait, on s'adapte aux mutations incessantes de ce secteur. Vu que la commission, ce sont des experts de terrain, ils connaissent ces mutations. Et donc, quand un artiste vient avec des nouvelles pratiques et qu'on voit que ces nouvelles pratiques se généralisent, bien sûr que notre regard, notre analyse va aller dans le sens de ces mutations. Après, je remonte à très loin, mais au départ, on avait moins de projets et on demandait toujours qu'il y ait un encadrement. Et puis petit à petit, on s'est bien adapté à l'autoproduction. Donc c'est l'autoproduction, oui, mais effectivement avec des garanties concrètes. Et alors tout ce qui se passe au niveau de la promotion, c'est ça aussi, les pratiques ne cessent de bouger. Il y a des nouvelles tendances, etc. Et ça, on rend compte. Les clips, notamment dans les musiques actuelles, je pense qu'il y a certains genres pop urbain, hip-hop sans clip, ça marchera pas. Et il y a toujours des nouvelles tendances qui arrivent et on prend en compte. Pour l'instant, par exemple, dans le cas d'un projet Europe Créative avec des partenaires en Italie, en Hongrie, en Serbie, en France. Et donc, à ce moment-là, ça nous donne l'opportunité aussi d'accueillir des artistes qui viennent de là-bas, qui jouent ici, et de les rémunérer correctement. Nous, on paye toujours le collectif, l'artiste individuellement, on ne fait pas si souvent que ça. Donc, on travaille avec la structure de l'artiste, si c'est un tourneur ou si c'est le groupe qui eux-mêmes ont une certaine structure. Donc, on rémunère la structure qui est derrière. Ça arrive qu'on travaille avec des artistes et qu'on les paye à travers de Smart ou une autre boîte d'intérim. Ça dépend, c'est vraiment par cas qu'on voit ça. Mais aussi, ça fait partie du rayonnement. Donc, quand on voit qu'un artiste marche à l'international, quelque part, il est le porte-drapeau aussi de la Belgique francophone, de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et c'est important pour nous. Si on n'a pas ces projets européens, le VTEX, qui est un orchestre avec 14 musiciens, on peut simplement pas tourner, on peut pas enregistrer des albums. On a besoin de ces subventions-là et qui existent au niveau européen. Et là aussi, il y a quand même très peu de structures aussi qui font en sorte d'avoir ces projets, tandis qu'il existe un point aussi à Bruxelles pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, spécifiquement sur le programme Europe Créative. Et quand je vois ça, c'est surtout... il y a très peu de musiciens qui font appel à ce infodesk qui travaille d'ailleurs super bien. Mais c'est surtout des gens qui sont dans visual arts, dans le cinéma, tout ça. Les artistes peuvent faire appel à plusieurs dispositifs d'aide au projet, que ce soit via des fonds publics, Fédération Wallonie-Bruxelles, ou privés, Sabam for Culture. Mais ces soutiens ne suffisent pas à englober l'ensemble des besoins d'un projet, ni à couvrir tout son parcours. Alors que les artistes ne peuvent presque plus compter sur les ventes d'albums et que les revenus issus du streaming sont minimes, un sujet que nous aborderons dans un autre épisode, il nous semble important de renforcer le soutien public à la filière musicale pour protéger le vivier foisonnant d'artistes originaux et de garantir la diversité de la création en FOEB.
Mais avant tout ça, avant subvention, on en parle souvent parce que les musiciens ont un côté un peu schizophrénique, c'est qu'ils disent toujours ouais, les organisateurs payent pas. Mais je dis c'est les musiciens qui doivent arrêter de jouer gratos, quoi. Parce que je connais beaucoup de musiciens et des gens qui ont un bon niveau, qui acceptent de jouer gratos. Alors on peut jouer comme tu disais gratuitement parce que c'est pour un truc qui va être vraiment chouette. Et puis parce que c'est une chouette œuvre, parce que c'est pour un projet qui nous tient à cœur. Enfin là je comprends. Mais à un moment donné. Si on veut donner de la valeur à son art, il faut qu'il se fasse rare. Et c'est-à-dire, on arrête de jouer gratuitement parce qu'on veut être vu, quoi. Je pense que ça, c'est le premier des conseils. Mais ça, c'est dur, évidemment. Et dire à des jeunes qui sortent des conservatoires, des écoles d'art, etc., vous jouez pas gratos. Ça, c'est la première chose. De pas jouer dans des bars pour 3 bières, quoi. Ça va pas, ça. C'est le premier des conseils. Pour moi, ça me paraît une évidence qu'ils ne jouent pas gratuit. Déjà, je trouve ça, c'est incroyable, mais il y a des gens qui disent, voilà, je veux venir jouer gratuitement. Nous, par principe, on ne le fait pas. Ça me paraît si évident. Et deuxièmement, je pense être un peu plus ambitieux, et on ne doit pas avoir honte d'être ambitieux. Mais à part de tout ça, on en a parlé plusieurs fois, c'est plus de transparence, je trouve, au niveau des structures et des institutions. Là, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire, bien que j'ai l'impression, avec cette ministre, il y a peut-être une envie, mais bon, on sait tous que la réalité budgétaire, elle est quand même très, très pénible. Ouais, je te rejoins aussi là-dessus. Effectivement, c'est toujours l'image du restaurateur là, qui propose aux artistes de venir jouer en disant si c'est chouette, on vous réembauchera la semaine prochaine. Et où, une fois qu'on inverse le truc, où on dit au restaurateur venez cuisiner pour nous une soirée, et si c'est chouette, on vous embauche la semaine prochaine. Ouais. Forcément, c'est sans queue ni tête. Et c'est là qu'on se rend compte de l'absurdité de la situation. Moi, j'ai envie de dire aussi aux jeunes qui veulent se lancer que la créativité, elle peut sauver beaucoup de choses aussi. Je vais prendre juste mon exemple. Quand le Covid était là et que tout était fermé, moi, j'ai décidé de partir en tournée chez les gens. Alors bon, c'était pas rémunéré beaucoup au départ parce que c'était pour voir un peu comment ça allait prendre. Mais ceci dit, ça m'a permis de tourner les 2 étés où tout était fermé et de faire 140 concerts dans cette configuration-là. Avec cette envie créative, donc de me dire, OK, on est là avec une contrainte énorme devant les yeux. Qu'est-ce qu'on fait pour essayer quand même de tourner ? Et je pense finalement, quand on fait de la musique, c'est que quelque part, on est des êtres, enfin, ou même pas, hein, mais qu'on est des êtres créatifs et qu'il ne faut pas hésiter à aller chercher là-dedans. Et je trouve que enfin, moi, quand j'ai vu tous les bénéfices que le crowdfunding a amené aussi, et donc ça, c'est pour dire que d'un côté, il y a tout ce qui est financement public et tout ça, c'est vraiment super de se mettre au courant de ça et d'aller chercher les aides parce que ça peut vraiment faire un avant-après, comme tu disais, Guillaume. Et qu'à côté, il y a aussi tous les trucs toutes les idées qu'on peut mettre en place soi-même pour faire vivre le projet, parce qu'une fois qu'on a les idées, je pense qu'il y a moyen d'y arriver d'une manière ou d'une autre. Merci de nous avoir écoutés. C'était Eye of a Tiger, une production de Fakir, réalisée par Nastasia Rico et Fabien Hidalgo. Voix off et montage Nastasia Rico. Mixage Hugues Parent. Habillage sonore Clément Nourri et Lynn Cassias. Avec le soutien de Comme un lundi, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la SABAM et Playwright.